Ali, bonjour. Bonjour, est-ce que vous êtes nombreux sur le live? D'accord, très bien. Eh bien, je vais en profiter dans ce cas pour présenter Fantasia, conte et légende de l'intelligence artificielle, puisque j'ai voulu raconter l'intelligence artificielle. Donc j'ai voulu essentiellement montrer ses différentes facettes à travers des nouvelles, à travers des dialogues, des récits courts, variés. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup assimiler l'intelligence artificielle à ChatGPT, à l'intelligence artificielle générative. Et c'est vrai que c'est une partie très impressionnante de l'intelligence artificielle. C'est troublant. Moi aussi, ça m'arrive de demander à ChatGPT qu'est-ce que tu en penses, parce que comme le langage est le support de la pensée, on s'y laisse tromper. On a tendance à anthropomorphiser ChatGPT. C'est normal. Mais ça ne se résume pas à ça et je pense même que la plupart des intelligences artificielles, sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont invisibles. Moi, je les ai découverts à l'origine, en m'intéressant à la recommandation littéraire. Donc dissipons tout de suite, le malentendu, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas ingénieure. Je faisais une thèse professionnelle sur la recommandation littéraire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on sait qu'un livre va plaire à quelqu'un. Donc ça, c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment, comment offrir un livre à quelqu'un et choisir un livre qui va lui plaire alors qu'il n'a pas encore lu. Et puisque chaque livre est unique, chaque lecteur est unique, comment trouver le bon match. Donc c'est en m'intéressant à cette question que j'ai découvert différents moyens de recommandation. Évidemment, on peut demander aux gens: «Qu'est-ce que vous voulez lire?» et en général, la réponse, ça sera: «Je ne sais pas» ou «Surprenez-moi». On peut utiliser la méthode Amazon, c'est-à-dire les gens qui ont acheté tel livre ont aussi acheté tel autre, mais c'est extrêmement biaisé parce que c'est pas parce qu'on a acheté, Le Grand Larousse illustré qu'on va aimer, Molière, niveau troisième. Pourtant on les achète souvent ensemble et donc de chercher une autre méthode de recommandation. Et c'est là que j'ai découvert ce que faisait Google Agriculture avec les images, pour mettre en relation des images similaires. Google Agriculture, c'est une équipe au sein de Google qui n'est pas très connue, mais qui a numérisé 8 millions d'œuvres, donc qui a un trésor de chefs-d'œuvre, de peintures, de sculptures à sa disposition. 8 millions d'œuvres qui ont été numérisées auprès de 1400 partenaires dans le monde, donc les plus grands musées du monde, uniquement des institutions non-profit. Et ils collaborent avec le musée de l'Ermitage, le MoMA, le Met, le musée d'Orsay, le musée Van Gogh, le musée Munch, le Rijksmuseum. Et donc toutes ces collections sont numérisées, font une base de données absolument incroyable avec laquelle Google Agriculture peut faire des expériences d'intelligence artificielle pour mettre les œuvres en relation, pour les classer différemment, pour trouver de nouveaux modes de médiation. Une de leurs expériences les plus célèbres, c'est Art Selfie. Vous l'avez peut-être déjà testé. Art Selfie, c'est une application qui permet de prendre son selfie et de trouver son sosie dans l'histoire de l'art, trouver le portrait qui vous ressemble le plus. Et donc, il y a plein d'autres expériences d'intelligence artificielle. Une qui m'a particulièrement intéressée, c'est face à ces 8 millions d'œuvres, les creative coders, les artistes du code qui travaillent à Google Agriculture, se sont demandé comment est-ce qu'on peut les organiser. Comment donner du sens à 8 millions d'œuvres. Même si on en regarde plusieurs centaines par jour, il faudra un paquet d'années pour arriver au bout. Donc comment est-ce qu'on peut les organiser? Donc pour ça, il y a plusieurs moyens, hein, l'humanité a été assez inventive. Évidemment, on peut classer les œuvres par période, date de création. On peut les classer par lieu de production ou lieu de stockage. On peut les classer par le nom de l'artiste, par le genre artistique, par les thématiques. À Google Agriculture, ils se sont dit, puisqu'on a un musée virtuel qui n'est pas physique, autant essayer de les classer pour ce qu'elles sont, pour la manière dont elles apparaissent, et donc de les classer par similarité visuelle. Donc pour ça, ils les ont vectorisées. Ils ont utilisé une simple règle de voisinage. C'est-à-dire, ils ont dit plus deux œuvres se ressemblent,
plus elles seront proches. La petite subtilité, c'est plus elles seront proches dans un espace à 128 dimensions. Donc là, c'est pas la peine d'imaginer, au-delà de la troisième dimension, on est perdu. Et dans cet espace à 128 dimensions, ils ont juste utilisé cette règle de voisinage pour mettre ensemble les œuvres qui se ressemblaient le plus. Pour pouvoir le visualiser, ils ont ensuite écrasé les 128 dimensions en 2 dimensions avec un petit algorithme qui s'appelle TSNE, qui est un nom très barbare pour Characterization Stochastic Neighbor Embedding, mais finalement c'est très logique parce que c'est stochastique, c'est basé sur les probabilités, neighbor embedding, puisque la seule règle qui est utilisée, c'est une règle de voisinage. Plus deux œuvres se ressemblent, plus elles sont proches, qui va donner une carte sur laquelle on va avoir des clusters. Depuis le Covid, tout le monde sait ce qu'est un cluster, c'est un ensemble homogène de données. Donc une carte où il va y avoir des archipels, des continents d'œuvres qui visuellement se ressemblent. Et ça, c'est passionnant, parce que c'est là qu'on va voir que des œuvres qui se ressemblent n'ont pas forcément un lien euh, de similarité pour nous humains, et qu'il va y avoir une autre forme de similarité qui est uniquement visuelle. Et je trouve que ça permet aussi de mettre en valeur nos propres biais humains, tout cet apprentissage de l'art qui fait qu'on ne regarde jamais une œuvre de manière neutre. On sait ce qu'on regarde. On sait qu'on ne regarde pas le cadre. On sait qu'une œuvre de Van Gogh est incomparable. Puisqu'on parle de Van Gogh, c'est d'ailleurs une des petites anecdotes sur cette carte. Habituellement, quand on cherche un Van Gogh, on le trouve au milieu d'autres Van Gogh ou au milieu d'autres œuvres d'art moderne. Mais quand on cherche la nature morte au coin et au poire de Van Gogh, sur cette carte, on va la trouver dans un cluster de cartes italiennes du XVIe siècle. Parce que les formes très rondes de la nature morte au coin et au poire, et les couleurs dorées et ocre, parce que le cadre qui a été peint en jaune, donc qui est quand même à peu près un tiers de la superficie de l'œuvre, tout ça ressemble beaucoup aux cartes italiennes du XVIe siècle. Nous, humains, on sait qu'il n'y a pas de comparaison de sens entre une carte de la péninsule anatolienne et une nature morte de Van Gogh, parce qu'on sait quoi regarder dans le tableau. Pour, en l'occurrence, ce modèle-là, c'était juste des ensembles de pixels. Et donc, ça permet de révéler des similarités à d'autres niveaux et quelque part de dépasser nos biais humains, en tout cas de les confronter à une autre manière de classer les œuvres. Et si je parle de tout ça, c'est parce que on a quand même, surtout aujourd'hui, tendance à vouloir tout de suite juger l'intelligence artificielle, à se demander: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ça va prendre nos emplois? Est-ce que, ça va détruire l'humanité?» Des questions qui reviennent souvent et je trouve que c'est prendre l'IA trop en bloc, alors qu'elle a beaucoup de facettes différentes, des facettes, tout à fait, heu, intéressantes quand on sait, les regarder, les exploiter, quand on utilise les bonnes données. Ouais, quand on utilise, par exemple, l'intelligence artificielle pour trouver des similarités entre des œuvres d'art, pas très inquiète du potentiel de destruction de l'humanité. Mais évidemment, si on regarde ça en disant: «Ah, l'intelligence artificielle ne sait pas repérer un Van Gogh, ne sait pas», je trouve que c'est vouloir le juger trop vite, alors que ça peut apporter une autre vision et que c'est précisément ce que les artistes ont essayé de faire, depuis depuis des millénaires, porter une autre vision, réussir à détourner le regard, pour le dire autrement, à dépasser nos biais humains, en tout cas à dépasser, les apprentissages, la charge, qu'on peut apporter, à un tableau, ou à une œuvre et pouvoir les voir différemment. Hem et donc plutôt que de juger l'intelligence artificielle en bloc, j'ai voulu déjà montrer, ses concepts, montrer, ce qu'elle change, qu'elle ne change pas, montrer les promesses qu'elle fait et les promesses, ne tiendra jamais et tout ça dans différents secteurs avec différentes données, parce que c'est un ensemble de technologies variées, et où les mêmes types de technologies, par exemple la reconnaissance d'images,
peuvent permettre aussi bien de reconnaître des tumeurs sur des radiographies et de sauver des vies, ou de reconnaître des comportements inciviques sur des caméras de vidéosurveillance et de vous donner un score social, ou d'équiper les drones tueurs. Donc le même type de technologie peut avoir des usages très ambigus. S'il faut vraiment résumer, essayer d'avoir une vision d'ensemble, je dirais que l'intelligence artificielle, hem, en soi, est pas, est souvent pas la cause, des risques qu'on lui impute. Par contre, elle va mettre dans toutes les mains, et elle va rendre beaucoup plus intenses des méfaits qui existaient déjà. Là où son impact est peut-être le plus sensible, c'est sur la désinformation. La désinformation, les rumeurs, la propagande, les fausses informations existaient avant l'intelligence artificielle. Par contre, l'intelligence artificielle et en particulier l'IA générative vont mettre dans toutes les mains la capacité à produire en grande quantité de fausses informations très crédibles et va donner beaucoup plus de viralité à des contenus qu'on peut mieux cibler, et dont on peut mieux cibler les destinataires. Donc, vouloir débrancher l'IA, déjà, pas possible. Ensuite, c'est pour moi, ça serait s'attaquer à un symptôme grave, mais pas à la racine du problème. Et donc, pour répondre à la question, peut-on, juger, l'intelligence artificielle? Je pense pas au bloc et je trouve beaucoup plus intéressant de montrer ses différentes facettes. Et aussi, il faut savoir, de quoi on parle et les définitions de l'intelligence artificielle sont très variées, et surtout le mot est trompeur, particulièrement en français. Parce que la première apparition de ce mot, intelligence artificielle, elle remonte à 1956, donc à la conférence de Dartmouth, qui a réuni, des neuroscientifiques, des mathématiciens, des statisticiens et des pionniers de l'informatique, avec pour but, de, réussir modéliser, à modéliser les capacités cognitives de l'homme sur des machines qui, en 1956, étaient à leur balbutiement. Les capacités de production de la donnée et de stockage de la donnée n'étaient pas du tout à ce qu'elles sont aujourd'hui. Il fallait, heu, l'équivalent, d'une salle, je ne sais pas si vous avez déjà vu Enigma, l'équivalent d'une grande salle de conférence, pour, stocker, la quantité de données qu'on peut aujourd'hui mettre sur une clé USB. Et donc, bon, pour l'anecdote, la conférence de Dartmouth a été la plus coûteuse de l'histoire, lorsqu'on la rapporte au nombre de participants. Et donc il a bien fallu obtenir des fonds, et pour financer cette conférence, les organisateurs se sont adressés à la fondation Rockefeller. Et parler, d'informatique computationnelle, de c'est pas très sexy, et donc ils ont forgé ce mot qui, pour l'époque, était très ambitieux, d'intelligence artificielle, ou plus exactement d'ailleurs, d'artificial intelligence. Et en anglais, intelligence, c'est le mot qu'on utilise pour parler des intelligence services, des services de renseignement, là où travaille James Bond. Parler, de l'intelligence au sens de la capacité à classer l'information, à lui donner du sens, à savoir la prioriser. Vous voulez faire un compliment à quelqu'un, dites-lui plutôt «you're clever» ou «you're smart». «You're intelligent», c'est pas extrêmement flatteur. Et donc, la traduction en français par intelligence artificielle est un peu approximative. Elle a tendance hem, à mêler à la fois cette intelligence, qu'on utilise aussi en français, hein, hem, donc la capacité à classer l'information, mais aussi en français, l'intelligence, c'est, cette, transcendance de l'esprit humain, c'est lié à la créativité, c'est une définition qui est plus englobante que la définition anglaise. Et donc en français, on a quand même tendance à mélanger, et à croire que l'intelligence artificielle, c'est une reproduction de l'humain, alors que c'est surtout une reproduction sur les machines des capacités cognitives, c'est-à-dire de la capacité à classer, l'information,
la capacité à la lier, à faire, du matching, de la mise en relation et de la capacité à générer des images, du texte. Ce qui est déjà très ambitieux, mais qui n'a pas non plus, pour ambition de remplacer, l'humain. Et donc, j'aime bien en revenir à cette, 1re définition, première apparition du terme, d'intelligence artificielle, parce que dans ce sens très large, d'imitation des capacités cognitives de l'homme sur des machines, donc quelque part d'externalisation, hors de notre cerveau de ses capacités, tout comme un robot est une externalisation de notre capacité musculaire, l'intelligence artificielle est une externalisation, de nos capacités cognitives. Dans ce sens très large, une calculatrice, c'est déjà une manière d'externaliser notre capacité à calculer. Donc dans ce sens très large, c'est déjà une forme d'intelligence artificielle. C'est pour ça que souvent on va plutôt parler de machine learning, d'apprentissage machine quand on veut être précis et qu'on veut plus parler de la manière de fonctionner, la manière d'organiser les données, plutôt que de l'ambition d'un projet. Et donc, l'apprentissage machine, on a enfin, j'ai l'impression que les gens ont tendance à croire que c'est une forme, d'informatique plus compliquée. Pas forcément, même plutôt au contraire. Pour moi, c'est, surtout une manière de chercher des patterns, c'est-à-dire des motifs de similarité, une logique sous-jacente à une base de données pour pouvoir ensuite lui donner du sens ou la continuer. Et alors que, l'informatique plus traditionnelle va plutôt fonctionner par, façon assez procédurale, par, des chaînes, if then else, si ceci alors cela, si la température dépasse, les, 30 degrés, alors, lance la climatisation, pour être, très schématique. Mais c'est un exercice qui est amusant à faire avec, les étudiants et de parfois leur demander, une chose toute simple, par exemple, voilà, jette un papier dans la poubelle et puis, maintenant imagine que ton voisin est une feuille blanche, ne sait rien. Comment est-ce que tu vas lui expliquer comment jeter un papier dans la poubelle? Il a aucune, ligne de code, c'est un robot qui n'a pas été programmé. Comment tu vas lui expliquer? Et là, on se rend compte qu'il faut penser à beaucoup de choses, qu'il faut d'abord, lui dire, «Recule ta chaise». Oui, mais comment il sait de combien il va reculer sa chaise? Ah bah, recule ta chaise de 1 mètre. Ensuite, lève-toi, ensuite tourne à gauche, ensuite et donc il faut penser à beaucoup de choses. Alors que, l'intelligence artificielle, si elle est nourrie avec les bonnes, données, peut repérer les patterns et donc va être entraînée d'une autre manière. L'exemple le plus frappant et d'ailleurs l'un des premiers champs d'application, de l'intelligence artificielle, enfin, l'apprentissage machine, c'est la reconnaissance d'images. On sait tous et dès le plus jeune âge, les bébés savent reconnaître un visage. C'est pas parce qu'ils en ont l'algorithme. On aurait du mal à dresser le portrait robot même de notre meilleur ami. Dire, quelle est, la taille du nez, la distance entre les yeux, la couleur exacte des cheveux. On aurait du mal à dresser le portrait robot. Pourtant, on sait le reconnaître parce qu'on a vu des centaines de milliers de visages dans notre vie et qu'on le reconnaît par comparaison et distinction. Et donc, l'apprentissage machine est une autre manière d'entraîner, les systèmes, ce qui implique beaucoup de changements. Dans Fantasia, il y a, à l'occasion, d'un chapitre, j'ai pu rencontrer et interviewer un data scientist qui avait commencé sa carrière, comme physicien. Or, au départ, son sujet de thèse, c'était il cherchait à modéliser, l'impact de la foudre sur les tableaux de bord des avions. Alors il utilisait pour ça les lois physiques, les lois de Newton, d'Einstein, pour prédire quel serait l'impact, de la foudre sur, le tableau de bord des avions. Et puis il s'est rendu compte qu'il obtenait de meilleurs résultats, des résultats qui étaient plus précis et plus justes en utilisant des systèmes statistiques. Et pour lui, ça a été une révolution mentale parce qu'à l'époque, dans les années 2000, l'intelligence artificielle, c'était vraiment ceux qui étaient mauvais en maths.
c'était, des statistiques, améliorées. C'est pas aussi rigoureux que des lois. Ça permettait pas d'expliquer le monde à 100 puisque des statistiques n'atteignent jamais les 100 d'explication, contrairement à des lois qui elles, dans un univers donné, s'appliquent dans tous les cas. Et quand je lâche une pomme, dans tous les cas, elle tombe, enfin dans le référentiel terrestre, elle tombera. Et donc, ça a été une révolution mentale de se dire que des statistiques, lorsqu'on avait suffisamment de données de bonne qualité, permettaient de mieux prédire l'impact de la foudre sur les tableaux de bord, parce qu'il y avait un nombre de paramètres gigantesques que des lois physiques qui, elles, fonctionnent à 100. Et je l'ai rencontré, ce data scientist, le jour où il a vécu sa deuxième révolution mentale. Et le jour où est sorti, ChatGPT et où, lui, ça faisait maintenant 2 ans qu'il travaillait, sur un outil qui devait permettre de corriger automatiquement des copies de management. Donc il avait étudié, déjà, il avait fait un système d'OCR, de reconnaissance de caractère et qui devait permettre de reconnaître, l'écriture manuscrite et puis surtout, il avait étudié les différentes manières de noter les copies de management. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne copie de management? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne notation? Il avait étudié les différents systèmes de curving des notes, les différentes manières de noter entre le monde anglo-saxon, le monde français. Il est devenu un spécialiste, des cours de management et de la notation en management et tout d'un coup, un système ultra global, heu, fait par des gens qui avaient sans doute aucune idée de, comment est-ce qu'on note une copie de management et quelles sont les distinctions fines entre, le management à la française, le management anglo-saxon, et cetera, et aller le remplacer et être, bien plus efficace parce qu'il était nourri sur une plus grande quantité de données et qu'il s'améliorait en permanence. Donc le passage d'une informatique très, procédurale à l'intelligence artificielle, est porteur de beaucoup d'enjeux et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas du tout pour les entreprises de faire de l'intelligence artificielle parce qu'on peut. C'est pas adapté à tous les systèmes, c'est pas adapté à tous les cas, à tous les objectifs. Heu, un exemple, assez casse-cou que j'aime bien donner, c'est une expérience qu'avait menée encore une fois Google en 2017. Et ils avaient fait un outil qui s'appelait le Cheese Master. Alors le Cheese Master, c'est un outil qui permet de distinguer différents types de fromages. Et ils avaient, un nez électronique, ils avaient un pouce à tâter le fromage et qui permettait de distinguer un produit original d'un ersatz, de distinguer un coulommiers d'un camembert, de repérer même jusqu'à la brebis qui avait produit le lait, qui avait produit le fromage. Et lorsque je parlais de cet exemple, en 2017-2020, enfin avant la sortie de ChatGPT, ça faisait beaucoup rire les gens. Un outil capable de classer des fromages, utiliser un nez électronique, vous devez être très blasé derrière votre écran, parce qu'en effet aujourd'hui, c'est possible, et certainement même ça existe. Seulement, c'était le poisson d'avril de Google en 2017, il y a longtemps. Et c'était un poisson d'avril qui faisait beaucoup rire parce que c'est tout à fait idiot de remplacer l'humain sur ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire, fait souvent mieux qu'une machine, et surtout voilà, ce qui lui plaît. Et c'est pour ça que mon premier conseil aux entreprises qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle, c'est don't cheese master it. Ne faites pas de cheese master. Ne faites pas de l'IA parce que vous avez la capacité de le faire, parce que vous avez les budgets et les moyens de le faire, qui d'ailleurs est souvent trompeur puisque l'IA, principal intérêt, c'est de s'entraîner en permanence sur des données qui évoluent et donc ça demande d'avoir des budgets aussi qui évoluent, de pouvoir, suivre, améliorer les bases de données, de pouvoir, les nettoyer, de pouvoir, en faire, le suivi, pouvoir en envisager le scaling, la mise à l'échelle. Et donc déjà c'est trompeur, mais même si vous avez les budgets, la question c'est d'abord: est-ce que c'est nécessaire? Un bon exercice,
pour se demander si on a besoin d'intelligence artificielle, c'est déjà de lister les tâches qu'on fait au quotidien et de voir celles qui prennent le plus de temps, celles qui sont le plus automatisables. Alors oui, c'est pénible à la main de, faire, sa journée type et d'essayer, d'attribuer un temps à chacun, mais c'est là qu'on voit ces petites tâches chronophages qui peuvent être automatisées. Donc c'est sûr, c'est moins glamour que de faire un outil qui permet de passer les fromages, mais si ça permet, d'automatiser toutes ces petites scories du quotidien, heu et c'est précisément le but de l'intelligence artificielle. Mmh, u une autre définition de l'intelligence artificielle d'ailleurs que, j'ai lu il y a pas très longtemps, elle disait: «L'IA, en fait, c'est tout ce qu'on ne sait pas encore faire, parce que ce qu'on sait déjà faire, on l'appelle, le filtre anti-spam, le correcteur automatique», et en effet, le filtre anti-spam aujourd'hui est en grande partie basé sur l'intelligence artificielle et c'est un très bon moyen de gagner du temps sur, ces petites stories du quotidien, d'automatiser ce que personne n'aime faire, et sur lequel on peut facilement gagner du temps. Donc voilà, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus vaste que l'IA générative et c'est aussi beaucoup plus dangereux, précisément parce que ces formes d'IA qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas forcément conscience d'utiliser, vont permettre, d'optimiser le contenu qu'on reçoit et qui est pas toujours envoyé avec, les meilleures intentions. Et dans l'exemple de ma grand-mère, pauvre, qui sait pas que je la cite aussi souvent, mais qui voit, bon, a un portable, mais ne sait pas l'utiliser, qui a pas de réseaux sociaux et qui pourtant est une des personnes les plus influencées par l'IA que je connaisse parce qu'elle tire toutes les informations de ma tante, qui passe beaucoup de temps sur Facebook. Je caricature un peu, mais à peine de toute façon, même aujourd'hui, les journalistes sont forcément aussi influencés par l'intelligence artificielle parce que le temps de l'information s'est réduit et donc on va chercher les informations qui sont le plus mises en avant et celles qui ont le plus de potentiel de viralité et donc les informations que reçoit ma grand-mère sont déjà filtrées par la bulle de filtre, du Facebook, de ma tante, par, les bulles de filtre, des journalistes et donc elle-même, l'information qu'elle va recevoir ne reflète absolument pas l'entièreté de ce qui se passe dans le monde. Ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est que, ben, lorsque cette information vient de plateformes comme Facebook, le but de Facebook est pas de nous informer et pas d'informer les citoyens du monde. Le but de Facebook, comme toute entreprise, c'est de maximiser son profit. 98 des revenus de Meta viennent de la publicité. Veut dire, viennent du temps qu'on passe et des informations qu'on donne, sur les plateformes. Meta, c'est le groupe qui possède, Facebook, WhatsApp, Instagram et donc toutes les informations qui sont, qu'on va partager dessus, vont pouvoir être croisées pour maximiser ce que les entreprises, enfin la manière dont les entreprises vont pouvoir cibler des personnes, profiler. Et parfois, la limite est très fine entre la publicité, l'influence, la propagande. C'est pas toujours évident de savoir, quand un message est de nature politique ou pas, et de savoir quelle va être, son influence, sur le long terme. Et donc, heu, ces algorithmes qui, vont apporter le contenu, certains types de contenus à certaines personnes, sont très loin d'être neutres. On voit aujourd'hui, les déclarations de Mark Zuckerberg, donc fondateur, et directeur, de Meta, sur, la disparition des fact-checkers de la plateforme. Déjà s'interroger sur leur utilité, mais en tout cas, l'intention politique qui est derrière, c'est-à-dire de laisser de cet objectif économique, complètement dérégulé, sur, gérer, l'information qu'on reçoit en permanence, mais aussi les suggestions de gens qu'on peut rencontrer, et
et de choses qu'on peut acheter, de produits qui vont être mis en avant, c'est évidemment très, très loin d'être neutre. Et donc, c'est au moins important déjà d'être conscient de la valeur de ces données qui est pas tellement une valeur individuelle, parce qu'individuellement, ça intéresse pas grand monde, de savoir, précisément ce qui, moi va, m'intéresser et quel est, mon CSP, mais qui collectivement, vont avoir, une grande valeur. Au point où, si Facebook était un État, ce serait le 13e plus riche du monde. Je crois en tout cas, les, heu, le chiffre d'affaires de Google cette année était égal au PIB de l'Algérie. Ensemble, les GAFAM, ont une force économique qui en fait de très réels poids, géopolitiques et en font aujourd'hui des poids qui ont une influence majeure sur les décisions géopolitiques, du monde. Et sur la manière dont se construit notre information, c'est-à-dire la manière dont se construit aussi notre opinion et nos jugements. Et donc, 1re chose, c'est évidemment d'en être conscient de ne pas négliger toutes ces intelligences artificielles moins visibles, mais tout aussi présentes et présentes au quotidien. Et pour ça, ça demande déjà de dépasser ce préjugé qu'on peut avoir, enfin cette envie de juger trop vite, l'IA en bloc, en se demandant: «Eh bien, est-ce que c'est mal?» Pour l'écriture de mon livre, je suis allée, dans une clinique, voir, des gastroscopies où l'IA est un véritable, miracle parce qu'elle permet de réduire de 30 le taux de cancer colorectal, d'intervalle. Donc c'est évidemment précis comme sujet, mais ça sauve des dizaines de milliers de vies chaque année. Et j'en ai discuté avec, des spécialistes, de l'information. L'IA est la principale menace aujourd'hui, puisqu'elle va donner une viralité et va permettre de cibler des informations fausses pour les envoyer aux personnes les plus vulnérables, va jouer un rôle majeur aujourd'hui dans la guerre de l'information. Donc, c'est réellement un ensemble de technologies qui sont capables du meilleur comme du pire. C'est pour ça que j'aimerais faire la distinction entre l'IA comme champ de recherche scientifique. Donc là, on en revient à la définition de 56. C'est cette ce champ de recherche scientifique qui vise à mieux comprendre les capacités cognitives de l'homme, mieux comprendre nos réseaux de neurones en les simulant sur des machines, et puis ces applications technologiques. Et ça, c'est le cas de beaucoup de sciences qui trouvent, des applications technologiques. Romain Gary avait une citation à la Romain Gary dessus, il disait, alors c'était dans À charge d'âme, et il dit, «La technologie, c'est le trou du cul de la science». Parce que la technologie, c'est chercher un objectif, de rentabilité économique à des, recherches scientifiques. Et donc les technologies d'IA, elles sont très variées, et c'est pour ça que j'ai préféré raconter les différentes facettes de l'IA plutôt que de chercher à unifier. C'est sûr que ça sera jamais exhaustif, que, bah, il y a des usages bons et mauvais de l'IA dans l'éducation, dans la médecine, dans le droit, dans le commerce, dans les transports, le voyage, l'énergie, dans énormément de secteurs, et que je voulais d'abord, le montrer, montrer ce que c'est, montrer aussi ce que l'IA n'est pas, qu'elle ne changera pas, montrer les cheese masters, montrer tous ces projets d'IA, qui n'ont pas abouti parce qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires ou parce qu'ils ne s'étaient pas basés sur des bonnes données, parce que les données ont été mal interprétées. Hem et pour pouvoir avoir, une vision, et à mon avis, quoique plus parcellaire, reste plus juste, que les visions trop globales. Pour parler plus de, l'IA opérationnelle justement, puisqu'on vient d'effleurer le sujet avec, les échecs des transformations IA, et c'est aussi important de le voir, dans le domaine de l'entreprise, parce qu'il y a un chiffre qui m'a marqué l'année dernière, c'est que
67% des entreprises qui ont entrepris des transformations IA en 2023 se sont soldées par des échecs. Et c'est quand même un chiffre impressionnant. Et quand on regarde d'un peu plus près d'où est-ce que ça vient, bah souvent ça vient d'une mauvaise compréhension de l'intelligence artificielle, où les dirigeants ont encore beaucoup tendance à croire que l'intelligence artificielle, c'est un nouveau logiciel qu'on vient plugger dans ce qui existe déjà. Bon, il faut une petite formation, mais on mesure pas souvent à quel point ça peut être coûteux et transformateur pour une entreprise. Et lorsque j'ai été consultante, j'avais travaillé pour un groupe cosmétique qui faisait de la coloration pour cheveux. Et là que je me suis rendu compte que c'est quand même pas évident de faire des colorations cheveux, parce qu'il faut faire des tests pour vérifier. Donc pour chaque nouvelle coloration, chaque nouvelle couleur, il faut faire un test pour vérifier que la couleur tienne bien sur le cheveu, qu'elle ne verdisse pas, qu'elle s'adapte aux cheveux plus texturés, aux cheveux à différents types de cheveux. Et et ces tests, très longs, parce qu'il faut vérifier que ça tient dans le temps. Et ils sont coûteux, ils sont menés par des gens qui ont 10 ans d'expérience dans un domaine extrêmement spécialisé. Donc le projet, en l'occurrence de l'agence de conseil, c'était de faire un jumeau numérique des cheveux, c'est-à-dire de reproduire des cheveux de façon virtuelle, avec tous les paramètres, toutes les conditions de cheveux naturels, pour pouvoir faire les tests plus rapidement et surtout beaucoup moins cher. Moi, ça n'a pas fonctionné. Et on aurait pu s'en douter, parce qu'on avait face à nous des gens qui étaient extrêmement qualifiés, qui avaient fait des dizaines d'années d'études en pharmacologie secondaire, qui étaient extrêmement qualifiés et qui étaient spécialisés dans un domaine où ils savaient que s'ils perdaient leur emploi, ils auraient beaucoup de mal à en retrouver un similaire, parce qu'il y a très peu d'entreprises dans le monde qui ont des jobs aussi particuliers. Et puis, parce que beh, il fallait avoir les bonnes données, et les bonnes données, c'est souvent les données des échecs. Ça, quand on fait des tests qui coûtent quelques dizaines de milliers de dollars, et que lorsque le test est négatif, ça veut dire qu'on va complètement abandonner un projet de couleur, on va revenir à zéro, tester d'autres couleurs, et que c'est reparti pour 3 mois et de nouveau des dizaines de milliers de dollars. On a plutôt tendance à mettre sous le tapis les données d'échecs, en tout cas à pas se faire gloire et pas trop mettre en avant toutes les données sur pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment, et donc évidemment c'était un frein, puisque ces données d'échecs n'avaient pas été renseignées par des gens qui n'avaient pas intérêt à le faire. Heu, Déjà, parce que c'est jamais agréable de renseigner des données sur quelque chose qui n'a pas fonctionné et qui a coûté cher, et en plus, parce que, ils se sentaient menacés dans leur emploi. Et ça arrive assez souvent. Ça pourrait être évité, si on comprenait que, l'IA serait mieux adoptée déjà, si on s'adressait aux personnes qui produisent la donnée. Mais souvent la donnée est produite sur le terrain, et dans des entreprises très pyramidales, on a du mal à écouter le terrain, à vraiment savoir faire remonter cette donnée, à savoir encourager une culture de l'échec. On va renseigner les données d'échec. J'étais à Google, on faisait des post-mortem, c'est-à-dire des conférences sur les projets qui n'avaient pas fonctionné, en essayant de comprendre pourquoi le projet n'avait pas fonctionné et qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment. Des pratiques qu'on voit encore très peu en France, de valoriser les échecs, d'encourager les tests, même s'ils doivent mener à un échec, même s'ils doivent mener à aller contre une première intuition, parce que c'est ces données-là, de ce qui n'a pas marché, qui vont être le plus utiles après pour entraîner les intelligences artificielles. Donc c'est des changements profonds, développer une culture de l'échec, avoir une culture moins verticale, moins pyramidale, et être plus à l'écoute de là où on produit la donnée. Peut passer par
organiser des hackathons, par des formats d'entreprise, des formes de management beaucoup plus horizontales, où là j'en parle à Reboot Conseil qui connaissent bien le sujet, mais il y a encore beaucoup d'entreprises hiérarchisées, où les décisions sont prises par la stratégie qui n'a pas forcément les moyens d'interpréter la donnée. Les gens qui prenaient les décisions stratégiques, d'investir dans des jumeaux numériques de cheveux n'avaient probablement pas été dans des laboratoires voir ce qu'était réellement un test, de coloration cheveux et en tout cas, et n'avaient visiblement pas conscience de la peur qu'il pouvait y avoir, de perdre son emploi, d'être mis en concurrence avec l'IA. Dans ces cas-là, il aurait quand même été utile de pouvoir faire, au moins remonter les peurs, les fausses croyances, heu, les vraies croyances, mais pas à la bonne échelle, sur, l'intelligence artificielle. Le mot est encore beaucoup associé dans l'imaginaire à Terminator, à HAL 2000, et il fait encore peur, donc c'est important de pouvoir en parler, de pouvoir faire remonter peur et de pouvoir montrer, les bonnes pratiques, de pouvoir montrer réellement que ça change. Ça, c'est plus une expérience que j'ai en formation sur l'IA ou des petits systèmes d'IA, qui vont, hem, faciliter, la rédaction de mails par exemple, ou, la mise en place de planning, heu, excusez-moi, vont sembler extraordinaires. Heu, Parce qu'on, hem, souvent on va pas assez tester, les intelligences artificielles justement parce qu'on les a déjà préalablement jugées. Hem, donc et aujourd'hui, il y a plein de systèmes qui permettent de tester ultra rapidement, on sait par exemple assez peu que ChatGPT ne fait pas uniquement, de la génération de texte, mais peut aussi servir, à générer, des plannings, à faire, de l'aide à la décision. Si on lui demande, de, lister les pour et les contre, d'une décision. Elle peut aussi, imaginer plusieurs scénarios suite à une, décision stratégique. Donc voilà, ça c'est des usages qui viennent, par la pratique et surtout par le partage des bonnes pratiques. Mais pour qu'on partage les bonnes pratiques au sein d'une entreprise, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise qui le permette, qu'il y ait des lieux qui le favorisent, et des lieux réels ou virtuels, mais enfin des endroits et des moments dans lesquels on puisse partager les bonnes pratiques, les découvertes, les tests qu'on a faits. Il faut qu'il y ait aussi un encouragement à l'échec, c'est-à-dire à tester, même si ça ne doit pas forcément, fonctionner tout de suite. Et donc ça c'est la première chose pour, l'IA en entreprise, c'est souvent des changements très profonds. Et puis, ça demande aussi d'envisager une mise à l'échelle, parce que contrairement à un logiciel qu'on va payer et ensuite, mettre en place et on peut arrêter là les frais, heu, et les mises à jour, l'intelligence artificielle, son principal intérêt, c'est de s'adapter à des bases de données qui évoluent. Donc ça demande aussi une mise à l'échelle constante. Ça demande, de curater, donc de suivre, de nettoyer ces bases de données, d'avoir des gens en entreprise qui sont responsables de leurs données et qui pas renseigner des statistiques, de façon un peu aléatoire, mais qui vont être, heu, responsables de, c'est que les données peuvent prendre, tellement de formes, différentes que c'est difficile d'en parler de façon générale, mais qui sauront ce que les données veulent dire, ce qu'elles représentent, quels sont leurs angles morts aussi, et donc comment les interpréter. Et c'est peut-être là-dessus que j'aimerais conclure sur cette question des données, parce que depuis tout à l'heure, on parle de données sans les définir, alors que c'est pour moi le fait majeur du monde contemporain, c'est cette, explosion de la donnée, qui est due, tellement à l'amélioration des capacités de stockage, qui fait qu'aujourd'hui,
on a accès à plus de savoir, heu, directement, et je dis bien accès, qu'à n'importe quelle, période de l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'on l'utilise, ou qu'on mais en tout cas, plus accès à une quantité, de données, et ça veut dire, aussi accès à une quantité de possibilités, de voyages, de missions, de rencontres. Moi aujourd'hui, sur le moindre réseau social, où je vais, je rencontre plus de gens, et d'idées en une seule journée que, mes grands-parents n'en rencontraient en un an. Et donc, ces données peuvent prendre des formes très différentes. Ça peut être, du savoir au sens, qu'on entend habituellement, du savoir académique. Ça peut être, des informations, et ça peut être des opinions, les données. Ça peut aussi être, notre visage. Les données, ça peut être, des radiographies, ça peut être, notre voix, ça peut être, du son, de la musique, des profils. Et alors il faut bien faire la différence entre la donnée et l'information. Lorsque, sœur met en relation 2 profils, donc c'est 2 profils qui sont en relation et non pas 2 personnes. C'est ce qu'on a révélé sur soi, les informations qu'on a données sur soi, sur, le réseau de rencontres, et qui vont, être, mises en relation, et en plus, mais ça vous le saviez déjà, avec un objectif, économique de qui n'a pas forcément pour but, de vous faire rencontrer l'âme sœur. Vous ne vous reconnaîtriez pas, à l'application, et donc qui va plus utiliser des données que de réelles, informations. Et donc les données, ça peut être, des profils, ça peut être, des informations, notre visage, nos préférences, notre capacité d'achat. Et ce qui va intéresser les réseaux sociaux, les plateformes, de réseaux sociaux, et là aussi je l'entends au sens très large. Les réseaux sociaux, c'est aussi bien, Facebook, X, LinkedIn, que, que YouTube, que, la section commentaires, du Figaro. C'est tous les endroits où on peut mettre en relation différentes, opinions, de personnes qui sont, d'endroits différents de la planète et qui n'avaient aucun autre lieu de rencontre que ces plateformes-là. Et donc, ce qui intéresse particulièrement les plateformes, ça va être la capacité d'achat, ça va être les préférences. Un exemple qui est beaucoup trop oublié aujourd'hui, c'est celui de Cambridge Analytica, qui est une entreprise qui avait utilisé Facebook pour, profiler, c'est-à-dire, pour, repérer les personnes les plus susceptibles de s'abstenir de voter, et donc influencer les votes, du Brexit, de la première élection de Trump, quelques autres, et qui aujourd'hui ont fait des petits et qui ont influencé même, des États, puisqu'aujourd'hui, il y a des États qui vont avoir une stratégie de manipulation de l'information en ligne et utiliser l'intelligence artificielle pour mieux cibler les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus susceptibles d'être, intéressées par tel ou tel type, de message, et donc de le diffuser et de lui donner plus de mais ce qui m'avait frappé dans l'affaire Cambridge Analytica, c'est que sur les 120 data points qu'ils utilisaient, il y en avait 2 particulièrement qui étaient significatifs, aux États-Unis. Et c'est très simplifié, mais globalement, il leur suffisait de savoir, si vous possédiez une arme à feu aux États-Unis, et si vous possédiez un animal, et en croisant un animal de compagnie, et en croisant ces 2 informations, on pouvait déjà savoir globalement pour qui vous votiez. Et qu'aux États-Unis, même, bipartite, c'était pas très difficile, si c'est pas pour l'un, c'est souvent pour l'autre, mais c'est quand même, terrifiant de se dire qu'on est à ce point prévisible. Et c'est aussi la réponse, que je donne quand on me demande, «Est-ce que Google nous écoute?»
parce que malheureusement non, il n'y a pas besoin de nous écouter pour savoir, ce qui nous intéresse. À partir, simplement de notre géolocalisation qu'on donne constamment, en ligne, quand on fait des recherches internet, quand on utilise Google Maps, à partir de la géolocalisation, à partir, des recherches, sur internet, à partir, de notre réseau d'amis et des préférences du réseau d'amis, on peut déjà savoir facilement, ce qui nous intéresse, à quel moment, quand est-ce que c'est le bon moment pour envoyer une publicité pour, des voyages, au bout du monde, quand est-ce que vous y serez le plus réceptif et donc c'est plus ce croisement de l'intelligence artificielle et du marketing, ciblé, qui est terrifiant que l'intelligence artificielle en soi. Et donc message peut-être pour conclure, même si, on a abordé beaucoup de sujets et très variés, c'est surtout que nos données ont de la valeur. Évidemment, individuellement, on a du mal à s'en rendre compte. On a du mal à se rendre compte que lorsqu'on remplit un captcha, donc les petites figures, étranges et mal dessinées, qui permettent, d'accéder à un site web, on entraîne des IA, que tout ça a une valeur, que lorsqu'on fait une recherche internet, il y a des des entreprises que ça intéresse parce qu'individuellement, ces données ne valent pas grand-chose. Par contre, collectivement, elles ont un grand poids, géopolitique, et qui est aujourd'hui majeur. Voilà, j'aurais aimé conclure là-dessus, sur, la valeur, de ces données et heu et engager une réflexion sur, les moyens de les réapproprier. Est-ce qu'il y a des questions d'ailleurs, sur le live? Parce que Oui, je il y parle, a pas mal de questions. Déjà, on te remercie, cette, vraiment présentation qui a été particulièrement éclairante. Est-ce que déjà avant de passer sur le net, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, bonjour, merci pour la présentation. C'était très, très intéressant. C'est un angle, moi, que je n'ai pas l'habitude d'aborder, mais du coup, ma question va rester peut-être un peu plutôt dans l'angle, de pas de votre expertise, mais plutôt de ce que vous apportez de plus. C'est par rapport à la production artistique, que la création de l'art a toujours été influencée par l'évolution de la technologie, de la technique, la musique assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur. Est-ce que l'IA, hem c'est juste création artistique assistée par IA, une énième évolution technique, ou est-ce que avec l'IA, l'art est vraiment entre guillemets «en danger» par rapport à l'authorship, la paternalité, ou par rapport à, l'origine, ou la copie ou la duplication? Voilà. et je vous remercie beaucoup, parce que c'est vraiment une question, qui a des ramifications tellement variées. Déjà parce que vous l'avez compris, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de technologies qui peuvent prendre des visages très divers, mais alors quand on parle d'art, on ne sait pas beaucoup plus de quoi on parle. Hem, Est-ce que l'IA change vraiment la manière de créer? Hem, c'est difficile à dire pour l'instant. Moi, j'avais été, fascinée par, un courant, qui a pas duré très longtemps, qui a pas eu beaucoup de succès, qu'on appelait le GANisme, par, référence aux GAN qui sont les, réseaux adversariaux, et donc un modèle, d'intelligence artificielle et qui faisait ces œuvres un peu psychédéliques où on comme le portrait d'Edmond de Bellamy par exemple, même si c'est pas la plus belle réussite, du GANisme, des œuvres où on reconnaissait, les éléments qui avaient servi, d'entraînement, mais de loin en plissant les yeux et qui donnaient cette impression de déjà vu. On reconnaissait certains éléments, tout en donnant une impression de surprise mais ça a pas eu beaucoup de succès et je crois que l'IA n'est pas tellement destinée à ouvrir de nouveaux courants artistiques, comme, la gouache a permis la peinture en plein air et donc le a permis aussi, l'impressionnisme de pouvoir, capter les reflets de lumière.
tableau. J'ai plutôt l'impression que, en tout cas en matière, de création visuelle, elle est plus comparable à l'invention de la caméra ou de l'appareil photo, où à leur début, ces inventions techniques ont permis, essentiellement de reproduire ce qui se faisait déjà. C'est-à-dire, les premières photos ont été des paysages, des portraits comme on le faisait la peinture. Et assez rapidement, on s'est servi de cette nouvelle technologie, pour faire, des photomontages, il y a des photomontages qui datent, des débuts de la photographie et pour, faire de nouvelles choses qui n'étaient pas possibles, auparavant. En ce moment, je me passionne pour, la photographie animalière, par exemple, parce que, c'est un domaine qui est, fascinant, déjà parce qu'il repose sur une base technique et qu'on ne pouvait pas faire de photographie animalière, effectivement avant l'invention de la photographie. Mais surtout, déjà, c'était pas facile de mettre, des chambres photographiques, à à dos d'éléphant pour aller, photographier des lions ou dans des montgolfières pour photographier des gypaètes barbus au sommet de l'Himalaya. Et mais c'était encore plus difficile avec, des tableaux et avec un cadre et des même impossible. Donc ça a permis de photographier des choses qui auparavant ne pouvaient pas être fixées par, l'image et puis ça a ouvert beaucoup d'autres enjeux puisque ça a mieux fait connaître la faune. Les premières réflexions sur, la protection des espèces sont venues, des photographes animaliers. Donc une invention technique a permis d'ouvrir un nouveau champ artistique qui n'était pas possible auparavant et lui-même a ouvert de nouveaux enjeux. Et j'ai l'impression que l'intelligence artificielle est en train de suivre cette voie-là, même si pour l'instant c'en est assez balbutiement et j'ai vu peu d'œuvres générées par IA et qui m'ont semblé absolument novatrices et impossibles à faire par d'autres moyens. Et mais j'ai quand même l'impression que se dirige vers, ce domaine-là, faire, de nouvelles choses qui n'étaient plus possibles. J'en vois plus dans le domaine de la musique, par exemple, où on peut faire désormais des improvisations seules avec, 36, instruments, qui eux vont être, générés par IA, par exemple. Hem, mais j'ai pas une veille, assez poussée pour, le dire de façon positive. Hem Heu, ouais, même chose dans la littérature, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un outil qui n'a pas encore été beaucoup approprié, enfin que les gens se sont pas encore beaucoup appropriés parce que, déjà, il y a un rejet, parce que de menace et parce que le problème de l'IA générative, c'est enfin l'un des nombreux problèmes, c'est qu'on a l'impression que ça doit être du 100 que si on génère un texte, ben, on va le faire comme on fait une recherche, sur internet. Parce que ça fait 25 ans qu'on a appris, 30 ans maintenant, qu'on a appris à transformer notre question en langage naturel, «J'ai une fuite, chez moi, qu'est-ce que je fais?» «Oh, recherche plombier Strasbourg, urgence». On a appris à parler à Google et maintenant on est en train de le désapprendre pour, parler à ChatGPT. On est en train de revenir à, je cherche des cadeaux de Noël pour des enfants, de 4 et 6 ans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et qu'on n'a pas encore tous les réflexes, du prompting, au milieu desquels l'itération. Bien de reprendre, de modifier, de challenger, le l'IA générative, de ne pas faire de la génération à 100 mais aussi de s'approprier les résultats, de les modifier et cetera. Et pour moi, voilà, la véritable, le véritable apport de l'intelligence artificielle dans l'art, ce sera lorsqu'on aura atteint des hybridations intelligentes, où on saura avoir le meilleur de la technologie et le meilleur de l'humain à la manière de ce qu'a apporté et pas tout de suite dans les tout premiers temps, la photographie ou la caméra. Et parce que tous ces systèmes-là, intelligence artificielle, la photographie, des domaines qui reposent sur la technique, il faut, connaître un petit peu
au moins la technique pour pouvoir faire des choses intéressantes, mais ça ne s'y limite pas. Photographie qui serait uniquement technique, ce serait pas de la photographie. Et donc, c'est peut-être une définition de l'art, c'est cette technique à laquelle on apporte le supplément d'âme. Merci Laura pour toutes ces explications. Euh, Est-ce que, selon toi, la curation des données pour créer tous ces modèles d'intelligence artificielle, notamment en NLP, les chatbots en gros, couplé au fait que cette curation, elle est faite avec des arbitrages, faits par des gens d'une certaine CSP, etc., etc. Est-ce que selon toi, à terme, avec la généralisation de ces outils, ça ne va pas créer un appauvrissement cognitif global? C'est exactement ce à quoi je pensais quand je disais: «Ce n'est pas le seul ennui des IA génératives, cette idée qu'on doit l'utiliser à 100. Heu, oui, ça j'ai quand même l'impression que la manière dont on l'utilise et non pas le fait que l'outil existe, mais la manière dont on utilise l'IA générative, mène à un appauvrissement de la pensée. Hem et j'ai eu une autre vie d'enseignante en prise de parole et on a vu sur, les 5 dernières années des tics de langage. Enfin, il y a toujours eu des tics et mais particulièrement les «du coup» et en fait, heu, qui étaient et qui sont des filler words, des mots qui n'ont pas de contenu, tu vois? Enfin, du coup peut, montrer une conséquence, mais peut-être dans 10 de son utilisation, hein. Donc on a vu se multiplier les, jurys de concours, les jurys d'admission, qui déploraient l'usage constant et répété, du coup, comme manière de mettre à distance, le discours, de remplir de vide son discours. Hem, c'est vraiment pas une, dénonciation, je sais à quel point c'est difficile de se débarrasser, des tics de langage, mais c'est un constat, de voir sur les dernières années, se multiplier des élèves à qui je demande, «Comment est-ce que vous vous appelez?» et qui me disent: «Du coup, je m'appelle», alors qu'ils savent très bien comment ils s'appellent. C'est vraiment pas un manque de connaissances ou une manière de mettre à distance et c'est une forme de paresse intellectuelle, en tout cas de, ralentissement, qui vient aussi, de, heu, de ce qu'on n'ose pas se lancer, se faire confiance. Et y aller et ah, il y a une question simple, «Comment est-ce que vous vous appelez?» Une réponse simple: «Je m'appelle». Et comme on n'ose pas dire, comme, on a 36 000 choses en tête, de «Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Est-ce que je vais bien le dire? Est-ce que c'est» on a tendance à mettre à distance et l'intelligence artificielle vient jouer ce rôle dans beaucoup de cas. Enfin, les IA génératives dans leurs usages, souvent en plus par, des jeunes, heu vont jouer ce rôle de filler, de remplissage de la pensée, parce que là où on va le plus avoir tendance à utiliser l'IA, c'est devant la page blanche et lorsqu'on ne sait pas par où commencer et après on a tendance à suivre le flow alors que c'est peut être une très bonne chose d'utiliser l'IA pour initier une réflexion, pour, vérifier qu'on a pensé à ramification d'un sujet, par exemple, pour challenger. Dans l'éducation, ça peut avoir un rôle, extrêmement positif si on l'utilise pour, générer des quiz adaptés à un niveau, par exemple, ou si on l'utilise comme, un art plastique, c'est-à-dire, comme moyen d'initier un dialogue pour, se challenger soi-même. Ça peut être très utile, mais si on l'utilise juste pour comme filler, bah, en effet, c'est le principe d'un filler, c'est on remplit de vide, et on hem, vraiment ce qui devait nous aider à être, plus, précis et va au contraire, nous emmener dans
dans un flow, qui allait de moins en moins. On pourrait dire la même chose, du vocabulaire, anglophone, corporate, enfin, anglophone, c'est plus, globish que l'anglais, shakespearien. Des mots qui devaient permettre de décrire de nouveaux concepts et qui finalement aujourd'hui servent de fillers. C'est j'utilise même, servent de boîtes vides, dans lesquelles, on peut mettre, aujourd'hui, bullshit, ça veut dire, tout et n'importe quoi. Enfin, le ASAP avait, a priori une définition assez claire, le plus tôt possible, veut aujourd'hui dire, entre, hier et dans 3 jours. Et donc, aussi une tendance, à se contenter de concepts flous ou à flouter les concepts plus exactement, qui font que même le flou de ChatGPT, plus ou moins flou selon les données, dont on l'a nourri, va satisfaire. Donc, le rôle de ChatGPT comme remplisseur, est un encouragement à la paresse. Alors, je vais prendre une dernière question qui a été posée sur le net. Donc je la lis. Vous parliez de bouleversement de croyances et de création d'une culture où l'échec n'est pas un tabou, mais une opportunité de pouvoir entraîner l'IA, etc., etc. Du coup, selon vous, quelles seraient les meilleures compétences à développer pour les professionnels qui souhaitent rester pertinents dans un monde de plus en plus axé sur l'IA? Les compétences à développer ne dépendent pas tellement du, hem, contexte que du secteur dans lequel on est et de nos propres ambitions. Donc, je vais forcément faire une réponse très générale. Mais à l'ère de l'IA, ce qui me semble essentiel, c'est déjà la flexibilité, et la capacité à continuer à apprendre. Et ça peut se développer déjà, aujourd'hui, il y a de super MOOC, sur l'intelligence artificielle, mais ça se développe, bah, en développant la curiosité intellectuelle, s'attachant à divers sujets. Vous allez dire que je plaide pour ma paroisse, mais je plaiderai toujours pour, la lecture, parce que mais pour une raison toute simple, quand on lit un livre, il fait, 350 pages. Statistiquement, c'est pas possible que vous soyez d'accord avec tout, sur, 350 pages. Donc forcément, ça vous mènera à réfléchir, à entrer en dialogue avec, l'auteur, à confronter vos idées, à les challenger et et être au défi, pardon, je vais éviter, le franglais, donc à aller plus loin et à les affiner, en tout cas beaucoup plus qu'avec, un post, Facebook, ou avec du contenu plus court et souvent déjà, taillé sur mesure, pour plaire. Donc, pour moi, les compétences, ça s'acquiert déjà par, la lecture, heu, en développant cette curiosité intellectuelle d'aller voir, différents sujets. Hem, J'aurais probablement pas fait le lien entre, l'intelligence artificielle et la photographie animalière si je ne venais pas de lire un livre sur les pionniers de la photographie animalière. C'est vraiment en s'intéressant à différents sujets et évidemment pour ça, il n'y a pas une seule règle, et ça doit être des sujets qui, bon, vous parlent, vous intéressent, hem, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une démarche active, de développer cette curiosité intellectuelle, parce qu'il y a tellement d'opportunités, de de suivre ce qui a déjà été conçu pour nous, de regarder les séries qui sont recommandées, d'écouter les musiques qui sont recommandées et qui n'incluent pas toujours une part de sérendipité, c'est-à-dire de hasard, qu'on a tendance à s'enfermer dans des bulles, et des bulles qui sont pas toujours, au bénéfice, ni de la diversité des contenus, ni, de la diversité de nos intérêts. Donc, ça serait de sortir des algorithmes,
justement, de plus faire confiance au hasard, de prendre une carte de bibliothèque et d'aller chercher des livres dont les titres vous parlent à la bibliothèque. Ça peut être tout à fait aussi bête que ça. Mais ça, c'est hem, le contraire de la curiosité intellectuelle, cet enfermement dans des bulles de contenu et dans des bulles culturelles. Et c'est vraiment une des choses qui me fait le plus peur aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je me suis sentie la responsabilité d'écrire, parce que je suis née en 1994 et j'ai la sensation d'être à une génération charnière, qui ai construit mes goûts musicaux, mes goûts littéraires, grâce à recommandations de mes grands-parents, de mes professeurs, à des découvertes, dues plus ou moins au hasard, à des amis, avant, que les systèmes de recommandation n'entrent en jeu. Mais aujourd'hui, les jeunes générations, lorsqu'elles n'ont pas ces recommandations extérieures, découvrent les musiques grâce à Spotify, à Deezer, aux recommandations d'amis qui eux-mêmes sont sur Spotify et sur Deezer. Et donc, tu vois, mes cousins ont 13 ans et 15 ans, je suis pas sûre qu'ils aient déjà écouté, du Jacques Brel, par exemple. Alors certes, c'est pas forcément essentiel, d'avoir, écouté, Jacques Brel. Par contre, c'est essentiel de ne pas avoir écouté que les chanteurs à la mode, sur, les dernières années. De pouvoir aussi se confronter à des choses qu'on n'aime pas pour mieux savoir, ce qu'on aime. Donc, pour répondre bon, de façon très générale à la question, les compétences à développer, pour moi, la première, c'est la curiosité intellectuelle, la flexibilité, et ça passe par, sortir des chemins tout tracés pour nous, et donc, le plus souvent sortir, des algorithmes. Ce qui ne veut pas dire sortir des écrans, hein, ce qui veut dire faire ses propres recherches, que ce soit à travers des MOOC, parler d'une carte de bibliothèque, peut-être que vous avez une bibliothèque chez vous aussi, enfin c'est vraiment, ça peut prendre plein de formes, très diverses, et c'est pas forcément retourner, à l'âge de pierre et au vinyle, enfin, si ça vous intéresse, mais c'est en tout cas faire cette démarche de chercher soi-même ce qui nous intéresse sans passer par, la recommandation algorithmique. Eh ben, merci beaucoup Laura, c'était Merci passionnant. beaucoup, je reste disponible pour d'autres questions.